Bonjour à tous, je continue sur ma petite lancée estivale des petites vidéos sur le monde des ténèbres durant l'été. Aujourd'hui j'ai parlé de Loup-garou l'Apocalypse, qui est cette autre version donc remaniée d'un fameux concept surnaturel, après le vampire White Wolf, qui avait déjà parlé un petit peu des lupins, donc dans Vampire, qui étaient les ennemis véhément des vampires, va remanier donc le mythe du loup-garou, plutôt qu'en faire un lycanthrope, va créer en fait carrément le revisiter sous l'idée d'un éco-terroriste spirituel, capable littéralement d'aller dans le monde des esprits. Donc la grande idée de Loup-garou l'Apocalypse, c'est sa force, c'est d'avoir un thème qui est extrêmement simple, et qui est très en vogue dans les années 90, faut pas oublier, on est à l'époque de Captain Planet, de l'idée de sauver la planète, alors qu'aujourd'hui ça semble un peu compliqué, mais il y avait vraiment cette idée, voilà, faut pas polluer, et donc Greenpeace est à son firmament, on a fait péter les Rainbow Warriors à peine 10 ans plus tard, Cocorico la France. Donc l'idée c'est vraiment de jouer donc, ces créatures qui sont en fait une race différente, de change-forme, qui ont été bénies par... alors c'est Gaïa dans l'histoire, qui est la divinité qui représente la Terre pour les change-formes. Et les loups-garous sont quelques-uns des change-formes qui existent, chacun ayant sa propre place dans le monde, avec, je sais pas moi... Il y a les dragons émocollés qui sont les dragons garous, qui sont la mémoire de les Gaïa. Il y a parce qu'ils peuvent se rappeler d'un temps très ancien. Les gardiens des rites religieux, c'est les ours garous, les gurals. Il y a les nagas qui sont en fait les juges, donc c'est les hommes serpents, machin. Il y a les anansi qui font chier, c'est des araignées, enfin on y reviendra. Et tout le monde, dans la joie et la bonne humeur, fait un peu son histoire, et chacun en fait des races est béni d'une manière par une force qui est psychologique, qui est la gnose, donc qui est spirituelle, donc qui leur permet d'aller dans le monde des esprits. Donc le monde des esprits, c'est quelque chose qui a été de plus en plus stratifié par White Wolf au fil des âges, alors pas tellement dans Vampire, mais l'idée en fait c'est qu'il y a ce qu'ils appellent le voile ou le goulet, qui est une barrière quasi invisible qui permet de quitter notre monde physique à nous pour aller dans d'autres dimensions. Donc c'est un peu à la manière de Donjons et Dragons avec les plans. En gros il y a le plan des morts, donc l'Underworld, donc le monde des morts, le monde des morts profonds, où vivent les Wraiths notamment, donc avec la Stygie, avec tous les mondes des morts, où c'est très compliqué d'y aller. Et le néant, on n'en parle pas assez. Il y a les différents... Et après, il y a tous les plans spirituels qui vont chacun être une incarnation. Ça va être le plan spirituel, je sais pas moi, de la nature, le plan spirituel élémentaire du feu, j'en passe et des meilleurs. Et le principe des loups-garous, c'est que c'est des créatures qui doivent à la fois veiller sur le monde physique en essayant de protéger et de réparer les erreurs commises par les humains notamment et les entités corrompues sur le plan physique, mais aussi dans le monde des esprits, d'être sûr que les esprits sont en paix, qu'il n'y a pas de déséquilibre dans la force. Et ça crée en fait un terrain de jeu qui est très très intéressant et qui le distingue automatiquement de Vampire, parce que contrairement à Vampire où on est coincé dans sa ville et on fait pas grand chose, enfin on voit un peu de choses, les lieux sont pas très importants, dans Loup-garou on peut tout de suite aller dans l'immense, parce qu'il y a différents royaumes dans l'Umbra qu'on peut visiter assez facilement en fait. Alors c'est toujours un peu dangereux, mais il y en a plein de différents, et c'est une bonne occasion pour aller se balader. Et ça permet vraiment d'offrir, autant que MJ, des vistas, des visions, des situations qui sont très très différentes, avec en plus des créatures en face, les esprits, qui sont pas forcément comme... parce que où la solution pour négocier avec eux ne passe pas forcément par la force. Après, les loups-garous ils ont un gros problème, donc ils en ont plusieurs d'ailleurs. Le principal problème, c'est qu'évidemment la planète est en train de mourir, puisque nous on est en train de polluer, tout détruire, qu'ils sont au cœur en fait d'une croyance spirituelle, d'une trinité, le triade, donc qui est honteusement repompé sur des préceptes scandinaviens, de mythologie scandinave. En gros, il y a la force créatrice, donc qui s'appelle le wild en anglais, je crois que c'est le sauvage en français, qui est la force créatrice primale, qui a donné vie notamment à la vie, à la population, enfin aux créatures vivantes, mais qui est toujours en change-forme. Dans son sillage, il y a la tisseuse, donc qui est une espèce de grosse araignée qui est la civilisation, qui est la stase, qui va essayer d'arrêter un peu les choses pour que tout soit carré, tout soit propre. Et derrière, il y a le ver qui grignote en fait les fils de la tisserande, donc c'est l'entropie, c'est la destruction, mais logique, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment, on ne sait pas pourquoi, le ver est devenu fou,
il a pu réussir à suivre les tirs de la tisseuse, et donc en fait il a été corrompu, et donc il est devenu complètement fou, et plutôt que d'incarner l'entreprise standard, il va essayer de forcer l'entropie en facilitant la création de la corruption, de la destruction, et donc le sous-texte de Loup-garou, c'est que en gros le ver va propulser des agents qui vont être des esprits, donc qui vont être des humains possédés par les esprits du ver, donc les Fomori par exemple, qui vont être aussi des loups-garous qui ont été corrompus par le ver qui s'appelle les Black Spiral Dancers, donc les danseurs de la spirale noire, qui vont peu à peu monter en gamme jusqu'à la fin des années 90, donc quand on joue, où là c'est l'apocalypse, donc la fin des temps où en gros les loups-garous devront se battre une dernière fois pour sauver Gaïa des forces du ver et potentiellement la tisseuse, va arriver, et on est en plein dedans, et ça c'est le postulat de base dans Loup-garou, et que donc les loups-garous peuvent, par leur puissance incommensurable, enfin en tant que dernier gardien de Gaïa, se battre pour essayer de préserver la planète tant qu'elles peuvent, avec les problèmes aussi que ça implique au niveau de leurs interactions avec les humains, parce que les humains sont à la fois une tare sur la planète, mais en sont aussi les membres, donc ça crée des débats philosophiques entre les loups-garous qui, dans un temps très ancien, étaient les gardiens de l'humanité. En fait, ils avaient ce qu'ils appelaient l'impergium, qui était en gros le règne complètement absolu des loups-garous sur les humains, qui les mettaient dans des enclaves, dans les parquets, et la raison pour laquelle les humains pètent un plomb quand ils voient un loup-garou se transformer, c'est parce qu'en fait, psychologiquement, ils ont une mémoire génétique où ils se rappellent que les loups-garous, à un moment, les mettaient dans des camps de concentration pour aller vite, et étaient leur maître absolu, quoi. Et à cela s'ajoute aussi un autre truc, c'est que les loups-garous, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans le monde des ténèbres, qui est très américain pour moi, c'est qu'il y a une hypocrisie latente chez toutes les créatures supernaturelles, en fait, elles sont extrêmement hypocrites, et vont s'inventer l'espèce de délire des grandeurs pour ne pas regarder, pour ne pas en fait faire leur autocritique, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autocritique de la part de toutes les créatures qu'on incarne, puisqu'elles sont complètement égocentriques et se prennent pour le centre de l'univers, pour aller vite, et ça fait que les vampires, j'en parlais la dernière fois, mais les vampires par exemple, ils vont dire ouais non mais le djihad c'est super important, on peut pas lutter contre la bête, machin, patati patata, parce qu'en fait ils ont pas le courage de se regarder en face et dire bah ouais peut-être qu'en fait je peux prendre sur moi et j'ai pas besoin d'être un monstre, en fait je suis un monstre de peur de devenir un monstre, c'est de la connerie, en fait c'est un mensonge que je me répète à moi-même. Et les loups-garous ils ont ce truc là où en fait ils se disent on est les héritiers de gardiens, on est les gardiens de Gaïa. Mais en fait, ce qui essaie d'oublier de mettre sous le tapis, c'est qu'ils ont été les responsables de la guerre de la rage. Et la guerre de la rage, c'est quoi? C'est le moment où ils ont dit, bah nous, on est les seuls vrais métamorphes, et tous les autres, c'est des connards, ils servent à rien, et on va les buter. Et donc, en fait, ils ont essayé de sciemment génocider tous les autres, un peu comme Caïn et Abel. Étonnamment, ils ont décidé en fait de prouver leur dévotion envers Gaïa en massacrant et en prouvant qu'ils étaient les vrais gardiens de Gaïa, et que tous les autres ils peuvent être très bien crevés dans un fossé. Ce qui fait qu'évidemment donc le truc un peu pouf mystère de Loup-garou, c'est que dans la V1 il n'y a quasiment pas d'autres métamorphes, et puis en fait il y a d'autres changing breeds, donc d'autres métamorphes, mais ils se cachent parce que ils ont pas trop envie de se faire tomber dessus par les loups-garous, ils ont encore les souvenirs de la guerre de la rage il y a 2000 ans. Et évidemment en génocidant tous leurs potes, ça fait que quand le ver est ascendant, il n'y a plus grand monde pour les aider. Et donc, effectivement, ils sont dans une espèce de délire d'autoflagellation en disant « Oh mon Dieu, on va tous se sacrifier pour l'apocalypse, pour préserver Gaïa », mais en même temps, c'est toi-même qui as scié la planche sur laquelle t'étais, quoi. Donc ça, je trouve ça assez agréable, et c'est quelque chose qu'on trouve quasiment dans tous les jeux White Wolf, hein. Après, donc voilà, c'est le concept du jeu qui est assez simple à pitcher, hein. Donc vous incarnez des loups-garous, vous allez vous battre pour des opérations, notamment contre les Fomori, contre les esprits corrompus, essayer de rétablir l'équilibre, protéger les nodes, donc les cairns, donc les endroits où il y a l'énergie mystique, des exactions des vampires et des autres. Il y a aussi évidemment donc des conflits entre les loups-garous, puisqu'ils sont séparés par tribus, je crois. Les tribus sont elles-mêmes en 7, donc c'est comme les coteries à vampires, donc c'est la plus petite unité de coexistence des loups-garous. Donc ils ont un système très normatif, basé sur l'honneur de la tribu, qui est évidemment très inspiré par les cultures autochtones qui vivaient notamment en Amérique du Nord.
Donc il peut y avoir des bisbilles absolument débiles entre les loups-garous qui feraient mieux de s'allier et qui en fait vont se tirer dans les pattes pour essayer de survivre. Bon, donc on retrouve encore une fois les splats. Donc les splats, c'est les fameuses divisions qui vont exister dans tous les bouquins White Wolf en fait, où en fait vous avez une sorte de... Alors je connaissais quelqu'un qui disait ouais c'est des clans, enfin c'est des classes comme à Donjon. Alors je suis pas aussi... c'est un peu facile. C'est-à-dire que c'est... il y a des pouvoirs, des spécificités qui sont données, mais je pense pas qu'en fait, au final, si on jouait sans la notion de clan, en disant juste, je te donne les pouvoirs, ce serait pas très impactant, parce que ce qu'ont essayé de faire les jeux, c'est justement de casser un peu les stéréotypes, même si on les retrouve souvent, hein, dans Vampire, c'est évident, mais je pense que voilà, on peut faire fi quand même de ça, mais ça aide aussi un peu à créer son personnage. Alors après, évidemment, années 90, on est à fond dans les ballons, alors déjà, on retrouve les clans qui s'assument pas, c'est-à-dire qu'on va retrouver... l'équivalent des Ventrus, l'équivalent des La Sombra, avec c'est les Crocs d'Argent qui sont un peu les leaders du monde libre loup-garou. Ensuite, on va avoir les seigneurs c'est les Shadowlords, donc les seigneurs des Lombres qui sont un peu les La Sombra, les salauds qui manipulent dans l'ombre pour prendre le pouvoir sur les autres. On va avoir les Babos, on va avoir l'équivalent des Nosferatu qui sont jolis mais qui sont aussi des clodos, qui s'appellent les Rongeurs d'os, qui ironiquement, même si techniquement les loups-garous détestent les vampires parce qu'ils sont corrompus par le ver, s'entendent plutôt bien avec les Nosferatu parce que c'est tous un peu des parias. On va avoir donc après tous les clichons, disons raciaux. On va aller pour très vite. Hein, je parle pas de race, mais en gros on a les loups-garous irlandais. Les loups-garous celtiques qui font de la musique. On va avoir les loups-garous féministes hyper vénères venus de Grèce, l'espèce d'Amazon qui sont les Black Furies, les Furies noires. On va avoir les Amérindiens, il y a les gentils Amérindiens qui sont les Uktena. On a les méchants interindiens qui sont les Wendigo, qui sont un peu des fachos. On a les loups fachos, les loups, donc les griffes rouges qui eux veulent pas devenir humains, enfin qui n'aiment pas les humains et qui veulent juste rester loups. Et à côté de ça, on a le grand classique de White Wolf avec cette espèce d'obsession de l'Égypte, qui est très très bien, moi je trouve ça super cool, avec notamment les arpenteurs silencieux, donc les Silent Striders, qui sont plutôt des loups-garous à tête de chacal, hein, qui en fait ont été exilés de chez eux, à cause notamment des vampires, les Sétites qui font chier tout le monde, qui se mettent en Égypte et qui arpentent un peu, de façon mystérieuse, le monde des ténèbres. J'en passe et des meilleurs, donc il y a ceux qui marchent sur la glace, ceux qui marchent sur le verre, qui sont des loups-garous technophiles. Il y a les Babos, donc les enfants de Gaïa qui accueillent tout le monde, parce qu'évidemment en plus les loups-garous sont extrêmement xénophobes, extrêmement racistes. Les loups-garous peuvent se reproduire généralement avec un humain, parce qu'il y a un gène en fait loup-garou qui éclate ou pas de temps en temps, et qui fait qu'un enfant loup-garou peut être loup-garou ou un kinfolk. Donc les kinfolk, c'est des humains qui connaissent, c'est l'équivalent des ghouls en fait, c'est des assistants des loups-garous mais qui sont humains, qui peuvent utiliser 2-3 petits tours de magie mais qui pourront pas être loups-garous. Et par contre, quand deux loups-garous font quéquette, c'est pas une bonne idée parce que ça fait généralement un métis, et les métis en fait ont une tare génétique, ils ont une mutation, ils ont des trous dans la fourrure, enfin bref, j'en passe des meilleurs. Et en plus, ils ont une légende comme quoi le méchant le héros de l'Apocalypse, chez eux, ça serait le métis parfait, en fait, qui serait une incarnation du ver et qui viendrait péter la gueule à tout le monde. Donc il y a tout ça, on retrouve un peu les clans, donc ils ont des petits pouvoirs aussi, qui sont les gifts, donc les dons, qui sont assez marrants, en fait, qui sont attribués par le totem, donc l'esprit totem de chacune des tribus, et à côté de ça, ils ont la rage, donc la rage où ils viennent plus en colère, et plus ils sont en colère, plus ils cassent tout. À cela, il y a une autre caractérisation qui est assez intéressante, puisque le loup-garou, en fait, à la grande différence de Vampire, concentre son jeu sur le jeu en équipe. C'est-à-dire qu'on joue des loups-garous, donc les loups sont en meute, et chacun dans sa meute a un rôle. Donc il va y avoir, et les rôles sont plus ou moins assignés par la phase de la lune sous laquelle le personnage est joué. Donc par exemple, il y a les Ragabash, je crois que c'est la lune gibbeuse, qui sont en fait les tricksters, donc les gens qui font des blagues, et qui sont là en fait pour enseigner une sorte de sagesse en se moquant des décisions par exemple de l'alpha. Il y a les Aroun, donc les Aroun c'est around, qui sont les gros guerriers qui bastonnent comme des porcs. Il y a les Philodox, je crois, qui sont plutôt les conseillers spirituels, et ça c'est vraiment très très bien fait. Ça je trouve que s'il y a un truc mécanique où le garou est absolument génial, c'est ça. C'est-à-dire que tout de suite d'entrée de jeu, on vous donne une tribu, bon, bref, mais tout de suite on vous donne un peu un rôle à jouer par l'inclinaison que vous pouvez avoir dans un groupe de jeux de rôle. Et ça, je trouve ça très très bien, parce que ça n'a pas tellement d'impact mécanique, ça change un peu vos stats, mais je trouve ça vraiment cool
d'essayer de cerner un peu le personnage d'entrée de jeu, sans rentrer dans une psychologie de bazar, en disant, bah voilà, t'es dans une meute, tu joues un rôle, et ça c'est très très cool. Après, voilà, le jeu en soi, comme je disais, hein, je suis pas le plus grand admirateur de Loup-garou l'Apocalypse. Je pense que c'est peut-être l'une des gammes qui a la meilleure cohésion en termes éditorial, puisqu'en fait, ils ont des bouquins qui... Chacun des bouquins va donner un descriptif sur le monde des esprits. Il va y avoir un livre sur le verre, excellent, qui est vraiment un des meilleurs livres d'antagonistes que j'ai vu dans le monde des ténèbres. Un livre sur la tisseuse, donc qui va expliquer l'autre trinité, partie de trinité qui est un peu folle aussi, parce que les humains, on vit tous dans des cités, on met du béton partout. Qu'en fait on comportementalise un peu tout, et ça les loups-garous ils aiment pas. Il y a un livre sur la ville, justement, comment ça se passe quand t'es vampire, enfin quand t'es loup-garou dans la ville, qui est super bien. Il y a le livre de l'Umbra qui décrit tous les royaumes, donc c'est vraiment des boîtes à outils qui sont très très bien. Encore une fois, il n'y a pas trop de scénar, les scénars sont un peu pourris, ça c'est White Wolf, on va pas les changer. Leur grand truc c'est que eux ils ont pas de by night, c'est logique, ils ont pas de bouquins descriptifs de ville, mais ils ont les Rage, donc c'est Rage Across Appalachia, Rage Across, donc c'est Rage à travers l'Apocalypse, les Appalaches, Rage à travers l'Égypte, Rage à travers le monde, qui décrit un peu les différents trucs. La Rage à travers l'Amazone, où c'est la grande baston pour préserver l'Amazone. Je crois qu'il y a Rage Across Russia aussi, parce que la Russie a un rôle un peu particulier dans le... Je dis peut-être des bêtises, c'est dans la Rage à travers le monde, mais ça vous décrit à chaque fois en fait les conflits qui existent, les différents PNJ, différents antagonistes, pour après vous donner les clés en main pour créer votre propre conflit. Parce que le principe du loup-garou par rapport aux vampires, c'est qu'ils sont très actifs, ils se mettent tout le temps en danger forcément, et qu'ils ont besoin d'un conflit en fait pour exister, puisque tout le principe du jeu, c'est évidemment que l'apocalypse arrive, qu'il y a des points de souffrance à travers le monde entier. Je me rappellerai toujours quand j'avais fait ma JAPD, il y avait le sergent instructeur qui nous avait mis un film en disant ouais mais l'armée c'est le en fait l'armée c'est le comment on appelle ça, c'est le vaccin, la planète a plein de points de souffrance et tout, il y a des centaines de conflits qui existent, et l'armée c'est le remède pour guérir ces points de souffrance. Enfin c'était bref. Et les loups-garous ils s'imaginent un peu comme ça. Donc c'est assez cool. Après il y a vraiment des situations qui sont très différentes. Il y a un métaplot qui à mon avis est beaucoup plus simple à gérer que Vampire, parce que ça va beaucoup moins loin en fait. Les nations garous en fait sont plus simples à aborder. Ils ont évidemment leur personnage signature avec le roi des loups-garous, enfin le grand roi des loups-garous de la tribu, le grand chef de toute la tribu loups-garous, et ses deux sidekicks, je sais plus, il a une Back-Furies et un Fianna, je crois, ou un enfant de Gaïa. Enfin voilà, c'est un truc aussi que White Wolf a qui est pas bête, c'est qu'ils mettent des personnages assez récurrents, donc ils peuvent avoir un rôle plus ou moins important sur le métaplot, mais vous les retrouvez en fait dans chacun des bouquins, ça permet de créer un peu une identité et une cohésion. Alors plus ou moins fort, parce que c'est vrai que Vampire, il y a 13 clans, mais par exemple dans Loup-garou, on retrouve toujours un petit peu les mêmes personnages, dans les histoires aussi. Parce que ça, c'est un truc qu'on oublie en France, parce qu'on n'a pas eu de bouquins, pas beaucoup de bouquins et de romans, mais il y a eu énormément de littérature du monde des ténèbres, des trucs soft, des trucs d'aventure, des trucs de cul à moitié aussi. Enfin, ils ont vraiment été très 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 loin, et ça se vendait comme des types. Et on en a eu que très très peu, en fait. On a eu le cycle des clans, je crois, 2-3 bouquins, mais aux États-Unis, il y en a vraiment une pelletée qui existe, et Loup-garou ne fait pas exception. À côté de ça, il y a des trucs très très rigolos. Hein. Loup-garou, ce qui est bien, c'est que c'est pas non plus un jeu qui se prend trop au sérieux, parce que justement il se lâche sur notamment la Pentax, qui est une espèce de méga corporation qui parodie la Pentax, qui est contrôlée par le ver, avec des investisseurs vampiriques. Enfin c'est n'importe quoi, ils sont tous corrompus. Mais alors c'est une parodie justement de méga corporation américaine, et les gars se sont lâchés, c'est à se pisser dessus. Le livre, ils ont fait un bouquin, je crois c'est Guide à l'usage des nouveaux employés de la Pentax, que vous devez lire, c'est vraiment très très drôle. Avec ils ont une gamme, justement ils ont une succursale pour les enfants, où ils font du jeu de rôle qui est là pour corrompre les gens, donc c'est les Black Dog Games. Ils ont aussi une branche pour faire des jeux vidéo qui sont là pour corrompre les chères têtes blondes. C'est très 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 marrant à lire, c'est vraiment à se pisser dessus. Et on sent que dans une gamme justement qui, en fait, inversement, a des rôles assez sérieux en disant nous, on est les gardiens de l'apocalypse, il faut qu'on protège Gaïa. Bah là, ils y vont à fond les ballons, ils se fendent la gueule, et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de rire en fait, et de rire du jeu aussi quelque part. À côté de ça, il y a, je vais pas trop revenir sur le. Il y a d'autres, comme je disais, il y a d'autres. Celles où ils sont un peu plantés, je pense, et qu'ils vous disent les autres change-forme n'existent pas.
Et après, ils ont sorti genre 8 bouquins des splatbooks qui décrivent chacun les Anansi, les Croata, les Naga, et ça fait un peu, pour des mecs qui sont plus censés exister, ça fait beaucoup de bouquins, ça fait beaucoup de suppléments, un peu too much. Après, il y a des trucs rigolos, enfin, c'est toujours sympa à lire pour le mettre du jeu si vous avez en PDF, etc. Mais je peux pas imaginer utiliser ça, enfin, c'est vraiment du détail. La V20 a eu le bon sens, évidemment, de tout réunir dans un seul bouquin. Comme ça, vous avez toutes les change-formes réunies dans un seul livre. Il y a des trucs assez rigolos, hein, évidemment, à vivre, et pour le métaplot, parce que ça va assez loin, notamment les Anansi, qui sont pas les araignées, donc qui sont pas créées par Gaïa, mais qui ont été créées par la tisseuse, et qui cherchent à libérer leur reine, qui est coincée, en fait, dans l'Umbra. Les trucs marrants, il y a une ethnie, je crois qu'ils existent, enfin, il y a les comment on appelle ça, c'est les coyotes qui ont pas de rage, mais qui font des farces, plus ils font des grosses farces, plus ils accumulent de pouvoir, et je crois que eux ils existent plus uniquement que durant l'époque Wild West, hein, parce que comme tous les suppléments quasiment tous les suppléments en fait de vampires, les principaux en tout cas, il y a 2 époques. Donc Vampire c'était le monde des ténèbres, donc c'est facile, c'est Moyen-Âge. Dans Loup-garou c'est le Far West, donc c'est très marrant parce que comme un ami, je pense que les westerns c'est le meilleur genre qui existe dans le cinéma, où il y a tout ce qu'il faut sur la tragédie, enfin sur les conflits humains, sur la narration. Et c'est vrai que c'est rigolo, jouer des loups-garous au Far West, c'est quand même très marrant. En plus il y a des tribus qui existent à cette époque-là qui n'existent plus, il y a des enjeux qui sont un peu différents, et c'est vraiment très marrant à se fendre la gueule. C'est du grand plaisir à lire, mais évidemment je le maîtrise. J'ai pas acheté la gamme parce que c'est plutôt un setting. Moi j'aimerais bien jouer dans un monde, dans des mondes de western, mais maîtriser ça m'intéresse pas trop. Donc très cool, hein, vraiment une bonne gamme un peu délirante. Donc Loup-garou, voilà, comme je disais, c'est une gamme qui sait ce qu'elle veut. C'est une gamme qui est plutôt bien conçue, avec une patte graphique qu'on peut ne pas aimer, mais au moins les gars ils vont à fond les ballons. Le dessinateur iconique de Loup-garou, c'est Dan Spencer. Donc Dan Spencer, c'est un gars qui dessine les loups-garous extrêmement poilus, extrêmement balèze, avec des yeux fous, et ça marche parfaitement. Et vraiment, il vend son truc parfaitement, et il est présupposé à ça. Et quand vous voyez son blog, c'est marrant que 30 ans après, son dessin il n'a pas changé, et ce qu'il illustre ça n'a pas changé. Donc le gars est un peu il est un peu obsessif, mais pour Loup-garou l'Apocalypse, il était né pour faire pour faire ses illustrations. Et ça c'est plutôt cool. Et là, quand on le retrouve par exemple dans Hunter Reckoning, donc Exterminateur le Jugement, ça marche un peu moins bien. Mais bon, passons, c'est un peu... En tout cas, le gars est parfaitement focalisé. Moi, j'aimais beaucoup, il y avait un tout petit supplément qui est quasiment introuvable maintenant, qui était consacré à Loup-garou, mais durant l'âge des ténèbres, donc Dark Ages, où ils ont fait juste un petit supplément pour Vampire, et c'est lui qui illustre quasiment qui fait toutes les illustrations, et c'est vraiment très cool. Il y en a une qui est absolument géniale, où il y a un gamin, un petit noblio, qui se fait battre à l'épée par un autre petit noblio, et c'est une contre-plongée. Donc il y a le gamin qui est au sol, et qui subit son premier changement, donc c'est le moment où le gène des loups-garous s'éveille, et en fait on voit la moitié de son visage qui est en train de se transformer en loup-garou. C'est absolument génial, ce supplément est à tuer. Il y a une couverture de Dan Béreton aussi qui est super chouette. Donc voilà, ils savent ce qu'ils veulent. Bon, le truc qu'on peut leur reprocher, évidemment, comme Vampire, c'est que c'est un bouquin qui est fait dans les années 90, où il y a une volonté d'inclusion, notamment des Amérindiens, qui est extrêmement forte par les thèmes et par les tribus, les Uktena, les Wendigo, et à plus basse extension les Griffes Rouges, qu'on peut trouver complètement cliché et débile et n'importe quoi en 2025. Encore une fois, je pense que même si ça fait un peu stéréotypé, ça fait un peu clicheton, je pense pas qu'ils pensaient à mal, hein. Encore une fois, ils voulaient vraiment faire du mieux qu'ils pouvaient, mais ils avaient des deadlines, ils avaient aussi une imitation en fait simplement de sources et de contenu, et des fois ils y allaient un peu comme des bourrins, mais qui sommes-nous pour juger? Encore une fois, c'est toujours facile avec 20 ans, 25 ans dans le rétroviseur d'imposer un peu notre sens moral, et je pense que vraiment, parce qu'ils leur intention, parce qu'ils cherchaient à faire, c'est pas quelque chose que je leur reprocherais comme, j'en sais rien, de l'antisémitisme ou des positions qui sont absolument dégueulasses. Il y a un côté edgy évidemment, alors c'est pas aussi edgy que Vampire, où Vampire c'est vraiment... Putain, des fois les mecs ils y vont à fond les ballons quoi. Je trouve qu'avec, même dans le livre du Ver qui est quand même assez gore, ça va dans un espèce de délire à la Giger, c'est tellement grotesque en fait qu'on lâche un peu l'affaire, on dit bon bah voilà,
On sait que c'est un esprit de la corruption, on sait qu'on aime beaucoup les tentacules, et on y va à fond les ballons. Et la gamme, je trouve que la fin de la gamme, par rapport à Vampire, où ils ont chié dans la colle, je trouve que Loup-Garou est vraiment... Apocalypse, le dernier supplément de la gamme de Loup-Garou est absolument fabuleux. Les scénarios proposés sont extrêmement intelligents. Il y en a un où c'est une apocalypse qui se voit pas, en fait, parce que la bataille se passe dans l'Umbra. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les loups-garous meurent, parce que généralement ils meurent tous à la fin, dans l'Umbra pour une dernière bataille que personne ne voit. Il y en a une où en gros le twist, c'est que c'est pas le ver qui est corrompu, mais c'est la tisseuse, et qu'il faut impliquer assez justement les Anansi pour les aider potentiellement à les libérer de leur reine, pour que justement parce que c'est la reine araignée, en fait, c'est la fille de la tisseuse, pour qu'elle devienne la nouvelle tisseuse, en fait, et qu'elle rétablisse l'ordre. Donc ça c'est assez cool. Il y en a un qui est absolument génial, où il y a une autre tribu qui est corrompue, donc comme les Black Spiral Dancers, comme les danseurs et on vous offre 13 mini-scénarios, aussi géniaux les uns que les autres, avec des triggers qui sont ouf sur chacune des tribus pour savoir comment elle est corrompue. Donc par exemple, les enfants de Gaïa, il faut un rituel pour aller récupérer le dernier aspect non corrompu du ver, pour en fait rétablir le ver tel qu'il était, et en fait ça leur explose à la gueule, ils sont complètement corrompus. Les griffes rouges, elles pètent un plomb, et donc ceux qui sont anti-humains, ils pètent un plomb, ils font exploser les barrages, ils font exploser Yellowstone. Donc en fait, il y a des éruptions volcaniques partout aux États-Unis. Et tous les trucs sont comme ça, et c'est vraiment très intelligent. Et mon préféré, mais je suis un peu biaisé, c'est les arpenteurs. C'est les Silent Striders, donc les arpenteurs silencieux, les Égyptiens ils essaient de contacter Anubis en allant dans le monde des morts. Et en fait, ils tombent sur Grandmother, donc Grandmo, qui est grand-mère, qui est l'antagoniste, en fait, l'incarnation du néant d'Orpheus. Et ils pètent un plomb, en fait, et donc ils deviennent complètement fous. Donc c'est assez marrant, c'est un teasing d'Orpheus qui était en train d'être fait. Et c'est très 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 malin. Et évidemment, il y a aussi il y a le scénario classique, qui est l'espèce de grande bataille où vous allez avoir Zizax, donc la méchante, habillée tout en sadomasochisme des Black Spiral Dancers, où il y a le métis parfait qui arrive, qui peut, selon les scénars, être gentil ou méchant. Et dans tous les cas, c'est absolument apocalyptique. Le cahier des charges est rempli, il est très très bien rempli, et ça se finit toujours par, au mieux, une victoire à la Pyrrhus. Donc je tire mon chapeau pour avoir fait un supplément comme ça, parce que quand on voit Vampire, et quand on voit GN et quand on voit Ascension, on a un peu nos yeux pour pleurer. Bah là, c'est vraiment très 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 intelligent, c'est exactement ça, c'est la grosse bataille à grande échelle, avec différentes tonalités qui peut avoir lieu, et je trouve que c'est vraiment chapeau bas les gars. Même pour moi, encore une fois, je suis pas un féru loup-garou, mais je trouve que le boulot qui est fait, abattu, il est phénoménal, et je tire mon chapeau à Bill Bridge et à ses gars pour avoir fait ça. La V20, je l'ai partiellement lu, je pense que c'est une sorte de best-of qui peut être très intéressant si vous aimez Loup-Garou. Il y a des trucs rigolos, je crois qu'ils ont sorti un supplément qui s'appelle Changing Times, où c'est des uchronies, où en gros on dit qu'est-ce qui se passerait si la guerre de la rage n'avait pas eu lieu. Donc ça c'est assez cool, assez intéressant. Ils ont sorti un livre de cuisine aussi, bref. Et un supplément qui résume tout le Wild West, c'est plutôt sympa. Et il y a même, ils ont sorti le clan book des... je sais plus comment il s'appelle, mais les Black Spiral Dancers avant qu'ils se fassent corrompre, ce qui est assez cool aussi, je trouve, pour finir un peu la gamme, comme ils avaient fait le bouquin sur les ingénieurs du vide, qui devait être fait, les ingénieurs du vide pour Mage Ascension, pour la technocratie, qui n'était jamais sorti, et qu'ils ont refait. Donc c'est plutôt sympa. Et puis la V5, j'ai pas lu, j'ai des problèmes avec la V5, encore une fois, j'ai l'impression qu'ils ont réadapté le système du dé de sang, de la V5 de Vampire à Loup-Garou, l'Apocalypse. Il y a des loups-garous dépressifs, les Black Spiral Dancers, ils sont pas tous si méchants. Il y a évidemment une sorte de pommade culturelle qui est passée pour faire un truc moins crade au niveau des clans. Les Gate of Fenris, donc les fameux, le côté edgy, les néo-nazis, vikings, machin, sont passés à la trappe, ils deviennent méchants. J'en passe, c'est des meilleurs. Je suis pas... Mécaniquement, ça me semble pas mal, mais je suis vraiment pas fan de la V5. Encore une fois, je le dis, j'aurais pensé qu'il aurait fallu faire un reboot plutôt que faire une sorte de pseudo-suite qui va se faire chier à réutiliser des éléments anciens en disant ouais, mais Gaïa, elle a perdu la bataille, l'apocalypse a eu lieu et patati et patachmol. Non, allez-y les gars, allez-y à fond les ballons. Vous pouvez me faire un monde déprimant où on pourra pas sauver la Terre parce qu'elle est déjà complètement bouffée par les émissions de gaz carbonique. Mais je trouve que essayer de manier les deux ensemble, c'est trop compliqué, quoi. C'est vraiment...
c'est un exercice qui est très casse-gueule et qui, à mon avis, juste pour garder potentiellement quelques fanboys de la première heure ne vaut pas le coup. Des fois, il vaut mieux faire table rase du passé. Et puis sinon, non, il y a quelques petits jeux vidéo aussi, des visual novels qui sont sortis, vous pouvez regarder, qui sont assez sympatoches. Notamment, il y en a une qui s'appelle Le cœur de la forêt, Heart of the Forest, qui est très très bien, que j'ai beaucoup aimé. Qui intègre évidemment des éléments de la V5, mais ça c'est assez secondaire. Il y a un jeu vidéo qui devait être fait, un beat'em all dans les années 90. C'est assez rigolo, d'abord c'est Capcom qui avait prévu donc Capcom, l'éditeur japonais, qui avait commandé un studio américain pour faire un jeu sur Super NES, donc qui est jamais sorti, mais il y a des vidéos que vous pouvez trouver sur Unseen 64 notamment, qui est un site qui est dédié aux jeux qui ne sont jamais sortis. Bon, c'est pas terrible, hein. Et il y avait un vrai beat'em all en troisième personne qui devait sortir, qui avait été très très loin. Vous pouvez trouver des cinématiques, et toutes les cinématiques du jeu qui sont sur YouTube, qui étaient assez marrants, où on incarnait le dernier membre du clan des Black Spiral Dancers qui n'avaient pas été corrompus. Et, bon, c'était une grosse baston, en fait. C'était un peu un jeu à la Heretic 2, où on avançait dans des niveaux pour aller défoncer du cum. C'est ce qu'on attend de Loup-Garou, pour aller vite. Et c'est marrant parce que il y a des images, les cutscenes sont faits en images de synthèse, et ça a beaucoup vieilli, mais c'est très marrant, quoi. C'est vraiment un artefact de son temps, dira-t-on. Mais bon, comme toujours, j'espère que cette gamme aura un certain avenir. C'est un pitch qui est assez facile à vendre. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi des comics qui sont sortis. Il y a une espèce de revival en V5 de comics sur Vampire, puis sur Loup-Garou, et après il y a un crossover, je crois, qui a été fait justement, qui allie les deux, qui se passe, je crois que c'est à Chicago, avec on suit la shérif on suit la shérif de Chicago, et après en fait il y a toute une espèce de bisbille avec un set en fait local de loup-garou, comment ils se prennent la tête pour essayer de récupérer le contrôle d'un node. Il y a un justicard qui arrive pour défoncer tout le monde. Enfin, c'est pas ouf, mais ça se lit bien, c'est pas non plus dégueulasse. Je crois que en français c'est chez Urban Comics comme tout. Mais ça montre encore une fois qu'il y a la possibilité de faire un peu de pousser des médias hors du jeu de rôle, et je pense que Loup-Garou survivra, comme Vampire, Loup-Garou ça survivra, je pense, à une nouvelle génération de joueurs, parce que tout le monde a envie d'incarner des éco-terroristes poilus qui défoncent des monstres à main nue, ou pour faire autre chose, évidemment. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur Loup-Garou l'Apocalypse, qui n'est pas, comme je l'ai dit, mon jeu préféré, donc forcément j'ai un biais un petit peu, et puis je vais pas aussi profondément qu'un jeu comme Vampire, mais qui a eu le mérite de renouveler le mythe du loup-garou quelque part, comme le font assez subtil, de manière intéressante, la majorité des jeux du loup blanc. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, et bon été, salut!